Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, French by Ear. Fransugo no Kikitori. Bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast niveau intermédiaire. Le titre aujourd'hui c'est Oreilles voyageuses et assaisonnement sonore. Alors, je sais pas pour vous, mais moi personnellement, j'ai toujours rêvé, et je rêve toujours, de faire un jour un tour du monde. Et je suis toujours un peu jaloux quand j'entends des personnes dire on part faire notre tour du monde. Alors elles partent faire un tour du monde en bateau, à vélo, peut-être même à pied. Et à chaque fois je me dis moi aussi j'aimerais bien faire ce tour du monde, mais ça prend beaucoup de temps, ça prend pas mal d'argent aussi. Et donc, quand on travaille, c'est toujours un peu difficile. Mais, heureusement, il y a d'autres façons de faire le tour du monde. Et j'ai découvert récemment qu'on pouvait faire le tour du monde en restant chez soi, avec son oreille. Donc, en quelque sorte, on peut faire un tour du monde en oreille. Alors, comment faire ce tour du monde en oreille ? Eh bien, c'est simple, il suffit de se rendre sur un site internet qui s'appelle Cities and Memory. Sur ce site, qu'est-ce qu'on trouve ? Eh bien, il y a d'abord une grande carte du monde, le monde entier, mais un peu à la façon Google Maps. Et quand on zoome sur une région, quand on zoome sur un pays ou même sur une ville, eh bien, on va trouver pour ces endroits un son, un enregistrement sonore qui a été proposé par un habitant de cette région, de ce pays, de cette ville ou même de ce petit village ou de ce trou paumé. Un trou paumé, c'est un endroit où il n'y a absolument rien, au milieu de nulle part. Sur toute la planète, ce site, Cities and Memory, propose au total pratiquement 6000 sons différents. Et donc on peut, avec son oreille, avec sa souris, se balader comme ça. Et tiens, je vais aller écouter le son de... qu'est-ce que j'ai fait ? Évidemment, j'ai zoomé sur Paris et je suis allé voir, ou plutôt je suis allé écouter les sons de Paris. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans Paris comme son ? Eh bien, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a toutes sortes de sons, une grande variété. Par exemple, vous avez l'enregistrement du métro au petit matin. Bon. Mais vous pouvez aussi aller écouter les petits oiseaux du jardin du Luxembourg. C'est assez sympa. Si vous êtes d'humeur plutôt religieuse ou culturelle, eh bien vous pouvez aller écouter sonner les cloches de Notre-Dame ou même entendre jouer l'orgue de Notre-Dame, ça c'est intéressant. Si vous aimez bien faire les marchés direction Bastille, puisque vous avez un enregistrement sonore du marché de Bastille, il y a aussi, bien sûr, nous sommes en France, et donc il y a aussi des manifestations dans la rue. Et donc vous avez sur ce site des enregistrements sonores de plusieurs manifestations des Français qui protestent contre quelque chose. Donc tout ça c'est sympa, et en plus il y a un son personnellement que j'ai trouvé assez extraordinaire. C'est le son de la Tour Eiffel, parce que la Tour Eiffel, en fait, elle bouge un petit peu, elle vibre, et donc quand elle vibre, sa structure métallique grince un peu, on peut dire elle grince ou elle couine, donc c'est le bruit du métal comme ça qui vibre un peu, peut-être avec le vent.
Alors c'est pas forcément très rassurant pour tous les touristes et même les gens qui travaillent à la Tour Eiffel, qui vont sur la Tour Eiffel chaque jour. Mais j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir entendre le son de la Tour Eiffel qui grince. Bref, il y a tous ces sons et on peut voyager grâce à ces sons parce que, à mon avis, on fait plus travailler notre imagination que quand on voit, quand on regarde quelque chose. Si vous regardez un reportage sur le marché de Bastille, eh bien le marché de Bastille, vous le voyez. Mais si vous écoutez simplement le son du marché de Bastille, eh bien là, vous pouvez l'imaginer, ce marché, vous pouvez vous imaginer vous-même dans ce marché. Je trouve que ça laisse plus de place pour l'imagination, peut-être même les odeurs, pourquoi pas, d'avoir seulement l'ouïe, l'oreille, pour percevoir une réalité. D'ailleurs, quand nous sommes bébés, enfin futurs bébés, on peut même dire à l'état de fœtus, dans le ventre de notre maman, eh bien le sens de l'ouïe se développe avant le sens de la vue, bien sûr. Je crois que pour les fœtus, donc les futurs bébés, l'ordre dans lequel les 5 sens se développent, c'est d'abord le toucher, ensuite l'odorat et le goût, puis donc l'ouïe, et en dernier, la vue. Bref, j'ai adoré ce site Cities and Memory. J'ai évidemment été écouter quelques sons du Japon. Il n'y en a pas beaucoup. Et d'ailleurs, je pense que je ne vais pas tarder à enregistrer des sons de mon quartier ou d'autres quartiers de Tokyo, du Japon, et contribuer à ce site internet. En fait, j'ai découvert Cities and Memory grâce à un podcast du Asahi Shimbun que j'écoute pour travailler mon japonais. Je vous mettrai aussi le lien vers ce podcast parce que il était vraiment très intéressant. Un autre point très intéressant dans ce podcast, c'est que, en fait, l'ouïe, les sons qu'on entend peuvent avoir une influence sur notre goût, sur la façon dont on perçoit le goût des choses qu'on mange, de la nourriture. Donc les journalistes dans ce podcast ont notamment parlé du bruit des chips quand on mange des chips et comment ce bruit est important pour sublimer le goût des chips. Sublimer, ça veut dire rendre encore plus fort, rendre encore meilleur. Donc le son des chips, il est important que la chips craque dans la bouche parce que ça donne une impression de fraîcheur en plus et donc le goût des chips nous semble encore meilleur. En tout cas, c'est ce que j'ai compris de cette discussion avec mon japonais, mais je pense que effectivement c'est assez juste. Ils ont aussi expliqué que la musique pouvait avoir une influence sur notre goût quand on mange quelque chose, en disant par exemple que en musique, les sons aigus, un peu hauts, ces sons-là vont mieux avec quelque chose de sucré, avec un dessert, alors que, au contraire, des sons un peu graves ou une voix de chanteur un peu grave vont mieux avec des plats, de la nourriture un peu amère. Et en fait, je trouve que intuitivement, comme ça, sans réfléchir, ça me semble assez logique. Et par exemple, ils ont expliqué que la société British Airways, la compagnie aérienne British Airways, proposait comme ça des menus
en faisant un mariage, une association entre une musique et un aliment, un plat, avec par exemple, eh bien, pour le dessert, un dessert un peu sucré, acidulé, on va mettre une musique de Madonna. Et pour du chocolat, par exemple, un gâteau au chocolat noir, eh bien, on va préférer mettre une musique de Otis Redding. Et là aussi, je me suis dit, ah mais ouais, ils ont raison. Otis Redding va mieux avec le chocolat et Madonna va mieux avec les desserts. Donc en fait, c'est un peu comme si la musique était une forme d'assaisonnement sonore. L'assaisonnement, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est quand, pour relever le goût d'un plat, pour le rendre meilleur, eh bien, on ajoute de l'assaisonnement, c'est-à-dire, par exemple, du sel, du poivre, des épices, de la moutarde, tout ça, c'est l'assaisonnement. Et donc, le son, et la musique, bien sûr, est un son, le son peut nous servir d'assaisonnement pour relever nos sensations, pour relever le goût de ce qu'on mange. C'est quand même assez extraordinaire à mon avis. Bref, je vais vous mettre aussi sur mon site internet le lien vers les 2 épisodes de ce podcast Asahi Shimbun sur le thème du son. Et sur ce, je vous dis à bientôt, Mata Jikai.